Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Moyen-Orient. On commence avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné mardi le développement du méga-projet national de la production agricole, le nouveau Delta, qui vise à augmenter la superficie agricole en Égypte le long de l'axe de Dab'a. Voyons ensemble ce compte-rendu. Abdel Fattah el-Sisi a examiné mardi le développement du méga-projet national de la production agricole, le nouveau Delta, qui vise à augmenter la superficie agricole en Égypte le long de l'axe de Dabra. Ceci a eu lieu lors de son entretien avec le conseil du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmad, et le chef de l'autorité du génie des forces armées, Ehab el-For. Le méga-projet national de la production agricole comprend dans son périmètre plusieurs projets pivots pour le développement agricole, y compris celui de l'avenir de l'Égypte. Le président el-Sisi a ordonné de continuer à renforcer les efforts de la remise en état agricole dans le cadre du projet Nouveau Delta et la création ultérieure de communautés urbaines étendues qui atteindrait les objectifs de l'État afin d'établir de nouveaux centres de développement globaux par expansion horizontale loin des zones de la surpopulation. Le chef de l'État a également poursuivi les efforts d'exploitation et de développement du groupe de terrain vacant dans le gouvernorat du Caire, surtout à l'est du Caire, en dirigeant de mener à bien ce processus selon une approche globale qui s'intègre aux géants projets de développement mis en place par l'État et les efforts de coordination civilisationnelle dans le gouvernorat. Et le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, a appelé à une intégration économique entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie. Cela présenterait des avantages tant économiques que politiques, c'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne lors d'une conférence de presse avec ses homologues irakiens et jordaniens à Bagdad. Je cite, « L'intégration économique entre nous est importante pour les projets communs et profite au peuple de nos pays en termes d'opportunités d'emploi et de progrès économique. » C'est ce qu'a ajouté M. Choukri, citant l'intégration des infrastructures comme particulièrement importante. Et l'occupation israélienne des territoires palestiniens et la discrimination envers la population palestinienne sont les causes principales des tensions récurrentes et l'instabilité. C'est ce qu'a déclaré une commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans un rapport publié mardi. Israël, qui a refusé de coopérer avec la commission, a estimé que le rapport était partial et biaisé. Disqualifié par sa haine pour l'État d'Israël est basé sur une longue série de rapports partiaux et biaisés qui, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La présidente de cette commission, la sud-africaine et ancienne haute-commissaire aux droits de l'homme, Navanetem Pillay, a écrit, je cite, « Les conclusions et les recommandations liées aux causes profondes de ce conflit pointent de leur immense majorité vers Israël, ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité d'un État qui en occupe un autre. Mettre fin à l'occupation israélienne en pleine conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité reste crucial pour mettre terme au cycle persistant de violence, peut-on lire dans ce premier rapport rédigé par cette commission. Ce qui est devenu une situation d'occupation perpétuelle à cette cité par des parties prenantes palestiniennes comme israéliennes, comme l'une des racines des tensions récurrentes, de l'instabilité et du prolongement d'un conflit aussi bien dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, qu'en Israël. Poursuit le rapport. Il précise que le document de 18 pages a été soumis avant publication aux autorités palestiniennes comme israéliennes. La Commission internationale a été mandatée l'année dernière par le Conseil des droits de l'homme pour enquêter sur les violations présumées des droits humains commises dans les territoires palestiniens et en Israël depuis le 13 avril 2021.
Et Israël a appelé hier le Liban à accélérer les négociations sur leurs frontières maritimes après que Beyrouth a dénoncé comme un acte d'agression l'arrivée dans les eaux contestées entre les deux pays d'un navire censé produire du gaz pour l'État hébreu. Je cite, « Nous appelons l'État libanais à accélérer les négociations sur la frontière maritime », affirme un communiqué conjoint des ministères israéliens des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Énergie. La découverte de ces dernières années de vastes gisements de gaziers en Méditerranée orientale a aiguisé l'appétit des pays riverains et attisé les contentieux frontaliers. Le Liban et Israël, deux pays voisins officiellement toujours en guerre, avaient entamé en octobre 2020 des négociations inédites sous l'égide de Washington pour délimiter leurs frontières maritimes afin de lever les obstacles à la prospection d'hydrocarbures. Les pourparlers ont été suspendus en mai 2021 à la suite de différends concernant la surface de la zone contestée, portant notamment sur le champ gazier de Karish. Pour Israël, le champ de Karish est situé en territoire israélien à plusieurs kilomètres de la zone sur laquelle portent les négociations avec le Liban, pour qui ce gisement se trouve dans les eaux contestées. Beyrouth avait réclamé lundi une médiation américaine au lendemain de l'arrivée au champ de Karish du navire. Tous travaux d'exploration, de forage ou d'extraction effectués par Israël dans les zones contestées constituent une provocation et un acte d'agression, avait dénoncé le président libanais Michel Aoun et le Premier ministre sortant Najib Mikati dans un communiqué conjoint. Et le dialogue sous l'égide de l'ONU, de l'Union africaine, dont le Soudan est suspendu, et de l'organisation régionale est-africaine IGAD a débuté hier à Khartoum avec les militaires, mais en l'absence des principaux blocs civils. Depuis l'arrivée du général Abdel Fattah al-Burhan, qui a mis fin le 25 octobre au partage du pouvoir avec les civils, le pays ne cesse de s'enfoncer dans le marasme politique et économique. Les forces de la liberté et du changement et le parti Oumma, le plus ancien du Soudan, ont boycotté ce dialogue auquel appellent depuis mars les organisations internationales. De même que les comités de résistance, ces groupes qui organisent la mobilisation anti-putschiste dans chaque quartier ou localité du Soudan. Je cite, « Il ne faut pas laisser passer ce moment », c'est ce qu'a malgré tout plaidé mercredi lors d'une conférence de presse à Khartoum l'émissaire de l'ONU, Volker Perthes. Je cite, « Nous demandons à tous de travailler ensemble de bonne foi », a-t-il ajouté. L'émissaire de l'IGAD a de son côté répété que la porte restait ouverte à tous ceux qui n'ont pas jusqu'ici rejoint ces négociations. Et les pourparlers menés sous l'égide des Nations Unies au sujet du siège de Taïz ont abouti à une nouvelle percée alors que la trêve se révèle de plus en plus fructueuse. Les négociateurs qui représentent le gouvernement yéménite ont accepté mardi dernier la proposition des Nations Unies d'ouvrir dans un premier temps une route principale dans la ville assiégée de Taïz. Au cours de ces pourparlers qui se déroulent à Amman, la capitale de la Jordanie, Abdelkarim Shaiban, chef de la délégation officielle yéménite, a fait savoir que cette dernière soutenait les efforts déployés par l'émissaire de l'ONU pour conclure un accord visant à mettre terme au siège de Taïz par les Houthis. Il a exhorté la communauté internationale à sommer la milice yéménite de respecter la trêve conclue sous l'égide des Nations Unies et à cesser de contrecarrer les actions qui ont pour but d'alléger les souffrances des Yéménites. Il a accusé les insurgés d'ouvrir dans une seule direction de petites routes non goudronnées à Taïz dans le but d'alléger la pression que la communauté internationale leur fait subir afin de les amener à lever le siège de cette ville. Soucieux de trouver une issue favorable au pourparlers d'Amman, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grunberg, a annoncé lundi avoir proposé aux deux parties l'ouverture d'une route principale à Taïz ainsi que d'autres routes dans plusieurs provinces.
Il s'agit d'une première étape en vue d'ouvrir l'ensemble des routes qui ont été fermées pendant la guerre. Selon le responsable yéménite, la milice Houthi a violé mardi dernier la trêve à Taïz en lançant des attaques d'artillerie contre des positions de l'armée non loin d'une base militaire de défense aérienne située au nord-ouest de la ville. Et la lire turque a atteint hier des niveaux inédits depuis décembre, se rapprochant ainsi de son plus bas historique après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a réclamé une nouvelle baisse des taux d'intérêt. La monnaie turque en baisse de 2% sur la journée s'est changée au-delà de 17 livres pour $1, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis décembre quand la monnaie s'était effondrée pour atteindre 18,4 livres pour $1. La livre a perdu plus de 22% face au dollar depuis le 1er janvier et 49,7% sur un an. Le président Erdogan a annoncé lundi son intention d'abaisser de nouveau le taux d'intérêt alors que l'inflation en Turquie a atteint son maximum. L'inflation est au plus haut en Turquie depuis décembre 1998, poussée par l'augmentation des prix de l'énergie et de l'alimentation et aggravée par la guerre en Ukraine. Et nous terminons avec cette information, cette nouvelle qui intéresse l'Égypte. Lancement du nouveau satellite égyptien Nilesat 301 depuis l'État américain de Floride sur Cape Canaveral. L'événement a eu lieu hier à 23h03 heure du Caire. Le chef de l'autorité, Hussein Zein, qui participe à cet événement historique, a dit que le lancement se ferait sur le satellite Falcon de la société américaine SpaceX. Les chaînes nationales des médias ont suivi de près le lancement, c'est ce qu'a souligné M. Zein, affirmant que le nouveau satellite comporte une technologie avancée qui dispense de nombreux services, notamment l'Internet à haut débit, pour couvrir les gouvernorats de l'Égypte et les zones lointaines. D'une durée de vie prévue d'au moins 15 ans, le satellite Nilesat 301 doit remplacer le Nilesat 201 qui expirera en 2028. Ce nouveau satellite a été transféré du siège du groupe Thales en France, où il a été construit à la base du lancement à Cape Canaveral en Floride. Le lancement de Nilesat 301 était prévu tout d'abord pour le début 2022, puis il a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Le nouveau satellite fournira des services Internet à large bande couvrant l'Égypte, y compris les régions reculées, les nouveaux projets, les projets d'infrastructure, les nouvelles communautés urbaines et les gisements pétrolifères dans la Méditerranée orientale. Il couvrira également d'autres pays de l'Afrique australe au bassin du Nil, nouveau marché pour les satellites Nilesat. Le Nilesat, d'un poids de 4,1 tonnes, comprend 38 canaux contre 26 pour le Nilesat 201. Il peut manœuvrer ses antennes pour modifier les zones de couverture en fonction des besoins des pays africains. Il s'agit du 4e satellite égyptien de la série Nilesat à être lancé après les modèles Nilesat 101, 102 et 201 mis en orbite respectivement en 1998, en 2000 et en 2010. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.